16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Tous les jours, dès 16h, historiquement, Vaud vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires parfois, alors un peu olé olé. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez la sexualité sous l'Empire. En 6 minutes, douche comprise. Oui, j'ai lu pour vous aujourd'hui le sexe sous l'Empire de Jacques-Olivier Boudon. Et alors, chose essentielle à retenir, c'est que dans l'histoire de la sexualité, la Révolution et l'Empire constituent vraiment une période charnière, en vrai. Charnel, oui, j'ai beau jeu, Les deux. beau lapsus révélateur. Une période charnière, un tournant. Le 18e, vous le savez, c'est le siècle du libertinage, celui où paraissent les liaisons dangereuses, les ouvrages érotiques de Mirabeau, de Dominique Vivant-Denon. Je suppose, messieurs, que vous avez tous les deux lu Point de lendemain. Oui, On l'a même surligné au stabilo. Point de lendemain. Et bien sûr, les romans de Sade. Napoléon a eu entre les mains Justine et les infortunes de la vertu. Il a considéré que c'était absolument abominable. Et les exemplaires de Justine seront saisis. Oh, c'est soft pourtant. Mais bien sûr, évidemment, alors la haute société, notamment, est totalement imprégnée de ces lectures coquines. Mais en réalité, ce libertinage ne concerne qu'une frange très minime de la population française. L'essentiel de la population, bien sûr, vit dans un cadre bien plus strict, un cadre dominé par l'Église catholique. Oui, mais en même temps, après la Révolution, il y a eu, vous savez, comme toutes ces périodes, il y a eu un débordement. Comme une fois qu'on sera tous vaccinés. Justement, si vous voulez, c'est que la culotte sur la tête. Avant la Révolution, si vous voulez, il y a des proscriptions par l'Église catholique, c'est-à-dire qu'il y a des temps clos. On appelle ça des temps clos. C'est des temps pendant lesquels il est strictement interdit de faire l'amour. Pendant la période de Noël et avant Carême, rien du tout. Comme vous dites, la période de Noël, c'est interdit. pendant toute la durée autour de Noël, on n'a pas le droit de faire l'amour. Oui, mais c'était bien respecté. Bien sûr, comment voulez-vous qu'il naisse le mais petit alors, Jésus c'était très bien respecté, bien sûr, parce que si vous voulez pouvoir communier, vous devez vous confesser et recevoir l'absolution. Et sinon, vous n'avez pas les derniers sacrements non plus. J'avais oublié. Et mourir sans les derniers sacrements, ça, c'est pas possible. Vous voyez, donc si le curé va forcément vous interroger sur vos pratiques sexuelles, est-ce que vous n'avez rien à vous reprocher? De quoi je me mêle? Écoutez, c'est ça. Quand je vous parle des temps clos, c'est ça. Mon fils, avez-vous bien respecté les temps clos? Ah non? Alors, pas d'absolution. On ment, donc pas de communion. Vous mentez au prêtre. autre chose. Stéphane, vous mentez dans le confessionnal? Vous avez beaucoup menti dans le confessionnal? Souvent, d'accord. Chapeau. Alors écoutez, en tout cas, là où vous avez raison, c'est que bien sûr, arrive la Révolution, politique de déchristianisation à partir de l'automne 93, et donc il y a pratiquement plus de prêtres dans les paroisses françaises. Donc plus de prêtres, donc plus de messes, donc plus de confections, donc plus de communion, naturellement. Et l'effet qui va apparaître assez vite, c'est d'abord une pratique de contrôle des naissances, y compris dans la paysannerie. Alors on pratique le coitus interruptus, et puis on voit apparaître, bien sûr, le préservatif désigné sous le thème de condom. Ça ne va pas se faire d'un jour à l'autre. Mais sur cette période, on observe que le taux de natalité baisse. C'est pas grand-chose, mais en 30 ans, il y aura 5 enfants de moins pour 1000 habitants. C'est pas négligeable non plus, d'autant que cette baisse significative va s'accentuer au cours du 19e. Donc les gens veulent moins d'enfants. Et ils veulent moins d'enfants d'autant plus que comme la Constituante a supprimé le droit d'aînesse, faut pas avoir trop de gosses parce que sinon on doit diviser le patrimoine. En tout cas, avec Napoléon, il y a le Concordat de 1801, réconciliation avec l'Église, mais en tout cas, je peux vous dire que les temps clos, ça c'est terminé, les gens veulent plus trop en entendre parler. Et autre fait notable sous l'Empire, on va passer de 200 000 mariages au moment du Consulat à 390 000 en 1813. Pourquoi? C'est pas parce qu'il y a plus de jeunes de 20 ans qui veulent se marier, c'est que comme il y a la guerre et que si vous êtes marié, vous n'allez pas vous battre, alors tout le monde cherche à se marier. Et il y a plein de jeunes hommes qui vont épouser des femmes de 70 ans. Alors après l'Empire, ils expliqueront que c'était un acte politique, ils ne voulaient pas participer aux campagnes napoléoniennes, etc. Tu parles, le problème, c'est que là, le divorce n'existe plus. Donc il y a des quantités de jeunes gens qui se sont retrouvés mariés. On devenait veuf très vite. Ah bah oui. Ça dépend. En tout cas, il y en a qui sont restés mariés avec des octogénaires alors qu'ils avaient 25 ans. Bon, évidemment aussi, autre phénomène notable sous l'Empire, la mobilisation d'une armée de jeunes qui va changer la sexualité. Vous avez 2 millions de jeunes gens célibataires qui quittent leur foyer vers 20 ans et qui vont découvrir la sexualité en dehors de leur pays. Alors, naturellement, la sexualité en dehors de leur pays, c'est beaucoup la masturbation. Condamnée par la médecine. La médecine.
Ah bah oui, c'est très mauvais. Vous savez pas que ça rend sourd, la masturbation? Il y avait des espèces un peu comme les ceintures de chasteté, des dispositifs qui empêchaient les messieurs de se tripoter la nuit dans les pensionnats. Alors, on a quelques témoignages quand même dans la Grande Armée. Le journal d'un notable du Dauphiné qui note toutes ses relations sexuelles et toutes les relations sexuelles, y compris en solitaire. Et on a le journal de l'aide de camp du général Menou qui évoque ses relations virtuelles avec sa jeune maîtresse à distance. Donc, le dimanche, quand on s'arrête de galoper dans les plaines orientales, et ben tous les dimanches à 11h du soir, en pensée, On galope par la voilà, pensée. on galope de façon différente. Tous ces jeunes, ils découvrent aussi bien sûr la prostitution, parce qu'il y a la prostitution dans les villes de garnison, la prostitution quand on est une armée d'occupation. Ces prostituées, elles accompagnent les mariés en campagne. Hein. Je vous ai parlé déjà des CJSB, de la stupéfaction des soldats français arrivant en Italie en disant mais c'est dingue, ici les femmes ont des amants officiels. Malheureusement, il y a le revers de la médaille qui est aussi le viol, naturellement. Et on a vu qu'après 1815, il y avait une recrudescence des viols parce que toute cette génération de jeunes gens avait quand même pris des mauvaises habitudes de dominateurs en campagne. Enfin, plus joyeusement, il y a aussi tous ces mariages qui se font au sein de la Grande Armée avec des cantinières qui jouent un rôle très important. Et la Grande Armée en marche, c'est une famille en somme, parce qu'il y a des familles de 5 enfants, les enfants qui cantinières, naissent. les gamins, et tout le monde suit. Il y a des prostituées, des cantinières, des enfants. C'est ça l'image d'Épinal de la Grande Armée. Écoutez, en tout cas, le Code civil de Napoléon va bien essayer d'encadrer les nouvelles mœurs, et notamment en interdisant le divorce, en reconnaissant pas les enfants naturels. Enfin, désormais, après l'Empire, hein, les esprits sont quand même davantage enclins au libertinage qu'à la moralisation. Et pour aller plus loin, Le sexe sous l'Empire de Jacques-Olivier Boudon à la librairie Vuibert, une lecture, ma foi, bien instructive.